La dernière session de la matinée va être ouverte non pas par M. Victor Nkiri, mais par M. Papa Moda Loum. Je me pose la question de savoir s'il est kényan ou sénégalais. Le nom révèle son origine, mais il vit au Kenya. Il va commencer par une présentation de 10 à 15 minutes en lieu et place de M. Victor Nkiri, et ensuite il annoncera les différents panélistes et il sera modérateur. Je vous prie de l'accueillir par vos chaleureux applaudissements. Merci. Donc avant de commencer, j'aimerais par mon nom remercier au nom d'FSD Africa UEMOA à titre. Nous sommes très heureux et très fiers d'être le partenaire institutionnel des rencontres pour une 4e année consécutive. Voilà. So hi everyone. I will be making a 10 to 15-minute presentation about FSD Africa and our initiatives in sustainable finance across Africa. And then we will transition into a half-an-hour panel discussion in French. So FSD Africa is a specialist development agency funded by the UK government. And I would like to acknowledge Mr. Seydou Ndiaye from FCDO, who's in attendance today. So at FSD Africa, we're trying to make finance work for Africa, to build a more sustainable future using finance as a tool for that. Within the capital markets team, we have implemented more than 60 projects in over 30 countries across Africa. So in order to create more efficient capital markets, we use a certain number of tools in 5 key areas of intervention. So our 5 key areas of interventions are product development, capacity building, market infrastructure, institutional and regulatory support, and last but not least, data and knowledge. Our first area of intervention is product development. And in that sense, we partner with private companies across Africa in order to come up with innovative financial instruments, such as traditional bonds, green bonds, and gender bonds. This is something that we've been able to implement in several countries, including Kenya, Nigeria, and more recently, we have supported 2 transactions, one in Morocco with ONCF, which is the National Railway Company, and a more recent issuance, a gender bond issuance in Tanzania with NMB, which is one of the largest commercial banks in Tanzania. In Morocco, we've also supported BCP to issue a green bond as well. We are also involved in private equity and private debt markets, mostly in Anglophone Africa, but we're looking to do a lot more in the YMO region and other French-speaking countries as well. Our second area of intervention is capacity building, because innovative financial instruments alone are not sufficient to build efficient markets. We also need a certain level of expertise and a certain level of capacity to structure transactions that may be a bit different from the traditional plain vanilla bond issuances in Africa. And in that sense, we have established partnerships with a number of institutions, including UEMOA à titre, to provide capacity building and training for finance practitioners in Africa. We also have a number of partnerships with Cambridge and the Frankfurt School to make knowledge and expertise much more accessible to finance professionals across the continent. The third area of intervention that FSD Africa is involved in is market infrastructure. We basically need underlying technology to support transactions among market participants. And in that sense, we've worked in East Africa to set up ABX, which is the East Africa Exchange Securities. And we are currently working with UEMOA à titre in the YMO region to set up more efficient exchanges, because we believe that the underlying technology to support transaction
and support efficiency is particularly important. Our fourth area of intervention is institutional and regulatory support. And this is something that has come up in the panel discussions today and yesterday. We believe that regulators such as central banks and capital market authorities have the power and the ability to create incentives and shape the direction of transactions in capital markets. They also have the power and the ability to remove obstacles. So at FSD Africa, we partner with regulators across the continent in order to remove obstacles to efficient capital markets, but also create and shape incentives so that financial flows can go through more sustainable activities. In that sense, we've established the Africa Regulatory Support across 10 different countries, and we're also working on the African Pension Supervisors Network, as well as other engagements in the regulatory and institutional capacity building. Last but not least, we focus a lot on data and knowledge. What we have noticed is that in most African countries, it's either very difficult to collect data or to analyze data. And it's much more difficult to also disseminate data and knowledge in an accessible way. So in that sense, we have established ourselves as thought leaders in sustainable finance and in capital markets by working on long-term initiatives such as the Long-Term Finance Project. We also publish a number of reports every year in order to add data and knowledge to discussions around financial inclusion and sustainable finance. So the first question that most people ask us when we discuss sustainable finance and climate change, the first question is, why should we care about sustainable finance? Why should we care about climate change? And in simple terms, there are two types of risk that climate change creates in our countries. And those two categories are physical risk and transition risk. So the physical risk are the more visible consequences and manifestations of climate change. So whenever you look at erosion or environmental degradation, all of these fall under the umbrella of physical risk. And whenever we have extreme changes in terms of climatic patterns, this will also fall under the physical risk. So these are visible risk and visible consequences of climate change. And this is something that you and I can see in our daily life, really, or whenever we watch TV and see a natural catastrophe. The second type of climate risk, which is sort of less known of, are called transition risk. And these are related to the technology and the climate policy changes that are required in order to transition to a low-carbon economy. So the transition from our current state to a low-carbon economy will require changes in policies and also changes in technology. And all of that constitutes critical risk for our countries, especially in Africa, which is very vulnerable to climate change. The other point that I would like to make is that climate risk translate into risk in the economy, but also in the financial sector. The transmission channels from climate risk to the economy and to the financial systems manifest themselves through business disruption or migration, which is a very topical problem in most African countries. And this leads to job losses and also severe business disruption in our economy. So why is it relevant to financial systems, and why is it relevant to banks and to the financial sector? Well, banks have underlying portfolios of assets and exposures to real sector economies and real sector companies in tourism, in manufacturing, and in several other industries that are exposed to the risk that climate change poses. Our
observation and our research has shown that there are underwriting losses and operational risk that can arise in the financial system as a result of climate change. This can be evidenced by rising NPL ratios going forward and banks having to deal with underlying portfolios and underlying exposures that will be more and more exposed to climate change. So all of this sort of brings out and highlights the relevance of sustainable finance in our economies. At FSD Africa, we have what we call a theory of change, and our starting point is the current challenges and the current status quo, which highlights challenges not only in the real sector, but also in the financial sector, both on the supply side and the demand side. So the gap between the challenges that we've identified and the ideal state of sustainable future is essentially captures the essence of our theory of change. So we have challenges that we face right now, and we have an ideal state and a vision of where we want to go. And in between, we have to come up with the tools and the building blocks in order to address the challenges for real sector companies, but also for financial institutions, such as banks, insurance companies, and pension funds. So everything in between, current challenges and the ideal state, is really what we focus on, to bring outcomes and outputs that will be nature positive and that will be also sustainable for African countries. At FSD Africa, we have different pillars who work collaboratively in order to achieve the same goal, which is to build a sustainable future and also improve capital markets and transactions in Africa. The capital markets pillar, the risk and resilience pillar, the digital economy, and FSDAI, which is the direct investment arm of FSDA, which provides direct investments in a number of companies across Africa. More recently, and as part of our strategy to disseminate data and knowledge, we have published a number of reports, including the Green Bonds study in the YMO region. We have also published the St. Louis feasibility study and a capital market report as well. And you will receive this business card that will be distributed with a QR code that you can scan to have access to our reports in both French and English. I will just highlight a few challenges that we've identified in the green bond market scoping study. The first one that has been discussed in other panels is the inadequate country support. So we believe that government will and engagement is important to drive private sector involvement in sustainable finance. Whether we want to issue green bonds, sustainable linked bonds, or gender bonds, we do need government to create an enabling environment to drive such changes. The second challenge that we've identified is a limited technical capacity to implement climate finance agenda. So this is related to the technical capacity limitation in structuring efficient transactions in the sustainable finance landscape. We have identified data quality issues as being one of the impediments to sustainable finance in the YMO region, and this is something that we are actively working on to resolve as well. What we have noted from banks and financial institutions is that they complain about the lack of bankable and viable green projects or sustainable projects in their pipeline. This can also be due to limited understanding of green products and green criteria. And whenever we get involved with financial institutions across the continent, we spend a lot of time helping them identify eligible green assets, looking at their portfolios, and also
structured transactions that can attract international capital. We have mentioned earlier, I think in one of the panels, the fragmented primary and secondary securities market as well, and we'll discuss that in more detail during the panel discussion. I would just like to end by highlighting 4 industries that we've identified and that have a lot of potential for green bond issuances. I think this is something that can be of relevance for banks who are in attendance today. The first sector, obviously, is energy because of the large-scale projects in that industry, and also because of the fact that energy tends to be a high contributor in greenhouse emissions. So we also believe that the energy sector has very large funding absorption capacity due to large-scale projects in that sector. What we have noticed is that African countries have started investing resources towards that. So we see a lot of clean energy initiatives as well. The second sector that's that presents potential for green bond issuances is clean transportation. I mentioned earlier in this presentation that we supported an issuance in Morocco with ONCF. So we do see a lot of innovation in the mobility space, and we expect more and more startups in the mobility space to also raise funds and be able to play an important role in that sector. It's also an easily scalable industry that can also be replicated in a number of countries. If we have a successful case study in Côte d'Ivoire or in Senegal, we can then replicate it in other countries. Or if we have a successful case in Kenya, where we are based, we can easily replicate it in the YMO region as well. We see a lot of potential in low-carbon real estate. There's a lot of investment in real estate in our countries because real estate is viewed as a very safe type of investment in the YMO region. We believe that we can still capture a lot of flows in real estate while greening the construction and the sourcing process as well. And we have evidence of that, especially in Côte d'Ivoire, where they focus a lot on real estate that's low carbon. The last industry that we've identified that has a lot of potential for greening is agriculture. This remains the region comparative advantage, and we believe that DFIs are especially interested in issuances in that sector. So I think this is something that we also can take advantage of. In conclusion, YMO tends to lag other regions in terms of sustainable finance and green finance, but we believe that this is something that can and that must change, given the opportunities in the segment, given the fact that institutional investors and foreign investors have a specific agenda. If they want to finance green and sustainable, that's what they'll finance and that's what they focus in. So it would be a shame for YMO to let East Africa or other regions in Africa capture all those flows. So we need to be ready. We need to focus on capacity building our expertise in the segment, and also coming up with viable pipelines of relevant green projects. Thank you. Donc maintenant, j'aimerais appeler au podium nos 3 panélistes. Madame Sonia Essob-Madje, sous vos applaudissements. Monsieur Adrian Mille et Madame Kadi Fadiga Koulibaly. Merci de nous rejoindre pour ce panel dédié au développement durable et à la finance durable en zone UEMOA. J'ai le plaisir d'animer un panel constitué d'éminents professionnels de la finance africaine. Monsieur Adrian Mille est directeur général d'ESS,
un cabinet de conseil consacré aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance. Adrien soutient les investisseurs et les entreprises dans la formulation de stratégies ESG cohérentes. Monsieur Mill comptabilise 20 ans d'expérience dans le secteur et a travaillé dans des projets au Moyen-Orient et aussi en Afrique. Bonjour Adrien. Nous avons Madame Sonia Essobadié, qui est chef de division des financements et marchés financiers innovants à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, UNECA, basée en Éthiopie. À ce titre, elle aide les pays africains à développer des leviers de croissance et de transformation économique durable. Avant de rejoindre les Nations Unies, Sonia a comptabilisé 15 ans d'expérience en banque d'investissement. Bonjour Sonia. Madame Kadi Fadika Koulibaly, qui est administrateur directeur général de Hudson & Company, une société de gestion et d'intermédiation. Madame Fadika comptabilise 23 années d'expérience en finance d'entreprise. Elle est vice-présidente de l'Association professionnelle des sociétés de bourse de l'UEMOA, une association dont elle a été la présidente de 2012 à 2018. Elle est administrateur de l'ASEC Mimosa, membre fondatrice d'Initiative Côte d'Ivoire et membre du comité d'orientation de FSD-YMO. Bonjour, Madame Fadika. Je vais commencer par vous, Madame Fadika. En quelques mots, si vous devriez faire l'état des lieux, vous nous donnez un peu la situation actuelle de la finance durable et du développement durable en zone UEMOA, quelles seraient vos premières impressions? Déjà, je vous remercie pour l'opportunité de ce panel. Je remercie UEMOA à titre et je félicite FSD Africa pour tout ce travail qui apporte du contenu au sujet et qui nous permet d'avoir des statistiques et les rapports que vous produisez sont excellents. Mon commentaire sur la finance durable serait de dire qu'aujourd'hui, effectivement, l'UEMOA n'est pas très avancé. Nous avons eu quelques émissions, 2 notamment, dans la région, une souveraine et une corporate que Hudson a eu l'honneur de piloter. Néanmoins, ça c'est du côté pratique. En termes de préparation et d'accompagnement institutionnel, nos régulateurs, par contre, sont relativement en avance et ont posé déjà des jalons qui devraient nous permettre d'avancer. C'était votre propos introductif. L'AMF-UEMOA a déjà édicté depuis 2020 un guide et posé un cadre pour l'émission des green bonds, et en tout cas des obligations durables. Également, la BRVM a prévu et exige des sociétés cotées qu'elles puissent publier des rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc sur la partie encadrement, les choses sont bien avancées. Par contre, dans la pratique, comme je vous l'ai dit, on se rend compte que nous avons réussi à émettre 350 milliards à peu près entre les 2 opérations que je viens de citer. Donc il y a quand même encore des choses à faire et je pense que nous nous y attelons. Notamment, je pense qu'il y a un encadrement important autour des différentes parties prenantes. Donc pas seulement les émetteurs, mais bien sûr les intermédiaires comme les SGI, les investisseurs eux-mêmes, et puis également, je dirais, la culture même et le fait que cette appropriation-là de finances durables soit un peu plus ancrée au sein des populations. Donc voilà ce que je dirais à l'entame. Et Monsieur Mill, l'état actuel, la situation actuelle du financement durable en zone UEMOA? Merci, Papa, et encore écho le remerciement au mon titre FSD Africain pour avoir intervenu sur cette session et aussi sur le rapport qui a déjà été présenté. On peut dire, en répétant Kadi, pardon, effectivement, le marché c'est durable, on peut dire, c'est dans un état de naissance en Afrique de l'Ouest en général, en Afrique en général. Pourtant, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale sont vraiment le dernier marché, la dernière frontière même dans ce sens. Donc, je regarde ça plutôt comme opportunité que faiblesse, parce qu'on peut commencer
on a beaucoup de richesses dans le cadre vert, dans le cadre durable, qu'on peut bénéficier. Donc déjà, ça c'est, mais l'état des lieux, c'est qu'on est vraiment aux bases, au départ. Donc, mais comme je dis, il y a beaucoup de potentialités. Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec les deux mains. Il y a beaucoup de travail à faire pour vraiment cadrer les acteurs, les différentes parties prenantes, surtout dans les banques centrales, les banques privées, etc., qui comprennent comment ça marche. Il faut aussi, on a parlé tout à l'heure de pipeline, effectivement, le pipeline, c'est un peu manquant. Mais aussi, ça existe. Il faut juste s'assurer que les différents projets sont en train de vraiment livrer des bénéfices verts. Vert, c'est un mot un peu nébuleux, c'est-à-dire qu'il y a des bénéfices dans le cadre de l'ESG, il y a un respect de conformité et ESG, et il y a un respect aussi de différents cadres globaux. Parmi eux, on peut parler plutôt de ODD, l'objectif de développement durable. Ils doivent être intégrés, et ce n'est pas juste une cas de greenwashing, que c'est quelque chose qu'il faut suivre. Et alors, qui parmi nous peut dire qu'on a un bon système de suivi déjà en place? Et plutôt, quand on parle des aspects verts, c'est vraiment un truc de base. Et mon entreprise ESS, ça s'appelle ESS Environmental and Social Sustainability. Vraiment, on fait ce qu'on s'appelle et on fait ce qu'on s'appelle. Donc, c'est-à-dire qu'il faut former le nouveau cadre, la future génération de leaders dans l'ESG. Et parmi eux, j'ai déjà deux de mes collègues ici, jeunes, qu'on forme pour être ce cadre futur, pour mener ces audits, pour faire ce suivi. Donc voilà mes premières perceptions de toute façon. Merci beaucoup. Nous allons maintenant parler du rôle des banques. On sait que le système financier de l'UEMOA est largement dominé par le secteur bancaire, dont les actifs représentent 70% du PIB régional. Les banques de l'UEMOA sont aussi des acteurs clés du financement des dépenses publiques. Je pense que ça, on en a parlé depuis hier. En novembre 2022, la BAD a annoncé le lancement de l'initiative de la Banque verte africaine avec un fonds de 1,5 milliard de dollars. Donc, au vu du rôle central des banques dans la zone, que pensez-vous que les banques peuvent faire pour davantage s'impliquer dans le financement durable, malgré les contraintes auxquelles elles sont exposées? Je vais commencer par vous, Madame Fatika. Merci. Bon, à mon avis, déjà, les banques, je pense qu'on en a beaucoup dit que les banques sont omniprésentes. C'est une très bonne chose. Ça, parfois, les propos m'ont amené à me dire, mais on n'est pas en train de dire aux banques de partir ou de dire qu'on les voit trop. Non. C'est excellent que les banques soient là et qu'elles fassent ce travail de collecte, qu'elles collectent les dépôts, parce que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de méthode plus efficace. Donc, nous prenons ce que nous avons et nous devons justement les encourager à pouvoir faire un peu ce que la bourse a fait, c'est de demander à leurs clients, donc aux prêteurs, aux emprunteurs, de pouvoir regarder ces aspects-là de développement durable. Pourquoi ne pas donner des conditions un peu plus flexibles d'emprunt sur la base d'obtenir des rapports ESG, d'avoir un focus plus important par les PME sur ces aspects-là, qui viendraient permettre au niveau opérationnel peut-être d'améliorer leur efficacité, leur efficience, et qui rajouterait une couche de gouvernance additionnelle, qui viendrait même améliorer encore une fois le crédit de ces emprunteurs-là. Donc les banques aujourd'hui peuvent être utilisées avec la masse de clients qu'elles ont à pouvoir donner des directives, à pouvoir accompagner ce mouvement-là. Je pense que c'est essentiel. Détenir 90-96% des dépôts, les transformer en prêts, avoir une clientèle aussi importante de PME, utiliser parfois des garanties, fait qu'on peut les utiliser comme prescriptrices de ces éléments-là. Voilà. Merci. Sonia ? Merci. Bonjour à tous. Je voudrais remercier UMOA Titre et FSD pour cette invitation.
Donc je rejoins ma collègue, effectivement, les banques ont une clientèle variée, à la fois des institutionnels et des particuliers, avec des problématiques bien différentes et aussi la capacité de cibler finalement leurs offres de produits. Lorsqu'on parle de leur rôle dans le développement, dans la finance durable, donc comment est-ce qu'elles peuvent accompagner, ça a été toujours leur rôle de soutenir les économies. Et donc nous voyons bien que avec la crise du changement climatique, il y a besoin d'accompagner les États dans cette phase de transition. Et je pense que c'est également le rôle des banques. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent le faire? Dans un premier temps, il faut éduquer et sensibiliser. Au vu de la large clientèle qu'elles ont, on parle effectivement de clients avec un niveau de connaissance et d'expertise qui est différent. Donc, il faut pouvoir avoir des offres adaptées et pouvoir éduquer. Ensuite, elles-mêmes peuvent être émettrices de ce type d'actifs. C'est très difficile de convaincre un client, un corporate, d'émettre un green bond quand la banque même n'a jamais émis un green bond. Et venant du milieu bancaire, je connais bien ces difficultés. Donc c'est important pour elles d'être émettrices et de pouvoir effectivement avoir cette sensibilité du marché. Enfin, elles peuvent avoir ce rôle d'arrangeur et de structureur pour le compte de corporate, ceux qui vont avoir ces projets justement qui vont contribuer à la transition énergétique et qui vont accompagner nos États. On parle des banques, mais je voudrais aussi peut-être préciser un autre point, c'est celui des investisseurs. Je pense qu'ils ont la capacité d'envoyer un signal très fort. Imaginez que chaque investisseur décide de dédier un certain pourcentage de ses actifs sous gestion aux investissements verts, ça envoie un signal très fort sur le marché. Parce que finalement, c'est eux qui sont détenteurs des fonds. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger cet aspect également. Et effectivement, il y a d'autres conditions qui sont importantes. La maîtrise de la structure des coûts est importante. Lorsqu'on parle des émissions vertes, durables, on y ajoute des coûts supplémentaires par rapport à des émissions classiques. Et ces coûts couvrent essentiellement les problématiques de transparence et de reporting. Et dans une moindre mesure, les notations extra-financières. Donc c'est important d'avoir une maîtrise des coûts pour que pour les émetteurs, ça ne devienne pas un sujet, disons, ça n'alourdit pas finalement les coûts qu'ils ont aujourd'hui lorsqu'ils vont déjà sur les marchés. Et enfin, la liquidité importante. Si c'est pour émettre une obligation tous les 5 ans, il n'y a pas de liquidité pour cette obligation. Donc, bien sûr, je pense que tout va se lisser. Plus il y aura de volume, plus les incitations fiscales et tout ce dont on a parlé prennent sens, et plus on peut aller sur un niveau finalement d'incitation ou même de taxation qui soit très bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Mill, vous avez participé à la rédaction d'un rapport de cadrage sur les obligations vertes en zone UEMOA. J'en ai brièvement parlé lors de ma présentation. Pouvez-vous un peu nous expliquer la méthodologie que vous avez utilisée pour le rapport et aussi les principales conclusions? Avec plaisir. Donc, notre entreprise ESS, avec l'appui d'une autre entreprise qui s'appelle Climate Transition, qui a 2 directeurs très expérimentés dans le secteur, notamment qui travaillent avec les banques au Nigeria sur le sujet même, et ailleurs en Afrique, qui s'appellent Olumide Lala et Darren Stone. Nous avons tous travaillé sur ces sujets. Donc, on avait vraiment des leaders en Afrique pour travailler sur le sujet. Et donc, bon, déjà, beaucoup de sujets ont été un peu évoqués pendant la présentation. Donc, je vais aller plutôt dans les problématiques, les barrières et les solutions, parce que je suis quelqu'un qui veut voir la solution, la suite. On veut voir que ça soit réalisé en tant qu'habitant et futur sénégalais. J'attends d'avoir même une citoyenneté ici, Inch'Allah. Donc, mais ça, c'est une chose, parce qu'il faut attirer le personnel et la personne qui veut mettre l'argent ici. Maintenant, on parle de bond, le green bond, l'obligation verte. Et c'est une autre chose à penser avant ça aussi, c'est très important. On parle de l'obligation verte comme ça, c'est quelque chose qui est nouveau et innovant. Dans 20 ans, toutes les obligations seront des obligations vertes, parce que c'est des risques. Et en tant que banquier et financier, on veut gérer des risques, parce que ça, c'est l'argent. Donc, on parle de quelque chose qui est innovant maintenant, mais très bientôt, très vite, Inch'Allah, très vite au Sénégal et dans les pays d'Afrique de l'Ouest, et au moins, on sera en avance de tout ça.
Mais les barrières, évidemment, sont assez claires. Il y a un sous-développement du marché par rapport à ce type de service, ce type de marché. Il y a un manque, évidemment, d'initiatives au niveau du gouvernement pour appuyer le secteur, qui était déjà évoqué. Et la familiarité, que j'ai parlé de fait qu'il faut former les gens, il faut que les gens soient clairs de ce que ça consiste, les obligations vertes, et être capable de bien auditer et s'assurer que ça soit mis en place pour éviter le greenwashing, comme j'ai évoqué avant. Donc, pour améliorer ça, il y a pas mal de différentes choses qu'on peut faire et le FSD Africa est déjà en train de regarder comment de soutenir. Mais évidemment, c'est d'améliorer, renforcer la régulation des risques climatiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire partout, mais plutôt en Afrique de l'Ouest, on est vraiment, et l'Afrique en général, on est vraiment face aux risques et les impacts de ces risques très forts à nos populations, avec très peu d'argent pour payer pour l'améliorer après. Donc c'est mieux de mitiguer et adapter le plus vite possible. Donc évidemment, il faut une régulation qui permette ça. Il faut un engagement politique, évidemment. Il faut que ça soit inscrit dans tous les différents niveaux et au moins aussi ici au Sénégal et dans plusieurs autres pays. Au Sénégal, déjà le plan de Sénégal émergent, ça s'inscrit déjà dans cette envergure, ce qui est très bon pour une bonne indication que le concept est bien soutenu. Mais il y a plus à faire, que ça soit vraiment intégré. Il faut une structure d'audit accrédité, agréé pour une revue et des audits indépendants. Au niveau de moi, ça c'est primordial. Il faut quelque chose d'indépendant qui peut vraiment dire, ok, ça s'inscrit dans les obligations vertes et il a respecté tous ces différents engagements. Et une autre chose qu'on peut faire pour vraiment appuyer sur ça, c'est une bonne cadre de transfert de risque. Donc, c'est-à-dire l'assurance, etc. Il y a des structures déjà qui existent qui sont dans ce sens, Mega, Infracredit, pardon, des autres structures qui font ça. Donc, plutôt, ça, c'est le plus grande ligne qui a été évoquée pendant cette étude. Toujours avec vous, M. Mill. Quels sont les secteurs à fort potentiel dans la zone UEMOA? On a parlé de l'agriculture, on a parlé de tout ce qui est construction. Quels autres secteurs à fort potentiel voyez-vous dans la zone? Mais la présentation est beaucoup évoquée, donc je risque de répéter un peu. Évidemment, l'énergie, ça c'est un très grand secteur dans lequel l'énergie verte est très importante. Mais pour aller plus dans le détail dans ça, on parle, souvent pendant cette dernière intervention, on a parlé du secteur pétrolier ici au Sénégal, par exemple. Le secteur pétrolier n'est pas connu pour ses bénéfices climatiques. Okay? Donc, évidemment, mais les pays émergents ont le droit de développer ces genres de choses. Mais il faut penser, OK, si on développe ça, il faut que ça soit offset. Il faut qu'il y ait une quid pro quo. Et on ne peut pas dépenser l'argent de caisse sans remplir après. C'est une chose basique. Et on fait ça dans un cadre climatique. Donc dans le cadre d'énergie, on parle de la transition, les énergies transitionnaires. Parmi eux, le gaz. Et le gaz, évidemment, c'est une grande composante de ce qui est en train d'être exploité ici au Sénégal, ailleurs, en Afrique de l'Ouest, dans le pays au moins. Alors qu'il faut reconnaître encore plus que la taxonomie, comme celui de l'Union européenne, dit ça clairement. Donc, il faut qu'on regarde comment on peut utiliser ça en tant que transition, parce qu'une entreprise, le secteur privé, quand on construit quelque chose comme ça, on vise à 20 à 50 ans pour récupérer l'argent. Et pour faire de l'argent, évidemment, parce qu'on ne fait pas 50 ans pour ne pas avoir de l'argent. Donc, si on le fait ça, c'est-à-dire qu'on est locked in. On ne peut pas l'enlever sans beaucoup payer plus. Et ce n'est pas très logique.
Et heureusement, on est dans le pays d'Afrique de l'Ouest, on a beaucoup de potentialités renouvelables, et donc on parle de beaucoup dans le solaire, l'éolien, etc., et l'hydroélectrique. Donc, très bonne potentialité. Mais il faut qu'on regarde le mass balance, la balance de toutes ces différentes activités, qu'on n'est pas en train d'engendrer plus de dommages qu'on enlève. On a parlé de transportation, d'agriculture et d'autres sujets. Évidemment, il y a une forte pression dans les pays africains pour le real estate, l'immobilier. Ça, c'est un secteur où on peut avoir de vrais impacts. Et même le secteur qui appuie à ce secteur, par exemple le cimentier, et même nous travaillons avec un projet VRTS qui est en train de mettre en place, pour nos amis marocains qui sont ici, c'est une entreprise marocaine, qui est en train de mettre en place un de meilleurs et low carbon approche pour générer le ciment. Et ça s'est fait ici en Afrique de l'Ouest, ici au Sénégal. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de différentes activités qui sont dans ce sens-là. Finalement, la gestion de déchets, donc il y a beaucoup de potentiel dans ça aussi. Je crois qu'avec ça, déjà, ça c'est beaucoup. Il faut qu'on développe ça et il faut qu'on trouve des promoteurs qui s'inscrivent dans ce sens pour bénéficier, pour avoir le pipeline, pour avoir ces activités. Moi-même, je vois qu'il n'y a pas assez d'intérêt de vraiment le faire dans un cadre à partir du premier jour. Et j'ai essayé de faire moi-même dans un titre privé de projet parce qu'il faut que ça soit fomenté. Et une fois qu'on voit que ça marche ici en Afrique de l'Ouest, et ça marche au Sénégal, ou ça marche dans un cadre émergent, l'argent vient. Merci beaucoup. Madame Fatika, vous êtes vice-présidente de l'Association professionnelle des sociétés de bourse de l'UEMOA. Lors de la COP 27, le DG de la BRVM a annoncé un partenariat stratégique avec la Bourse de Luxembourg pour une assistance technique dans le développement d'instruments de financement durable et la formation des acteurs du marché. Donc, en tant que vice-présidente, comment comptez-vous en fait inciter les sociétés déjà cotées en bourse pour être pionnières dans cette dynamique parce qu'elles ont une responsabilité accrue? Et quelles sont aussi vos initiatives au niveau de Hudson et compagnie? Tout à fait. Je pense que les secteurs ont été extrêmement bien identifiés et effectivement, nous, nos initiatives sont plus dans l'énergie en ce moment, dans l'énergie et l'immobilier. Et je sais qu'il y a d'autres initiatives, pas de confrères, mais d'autres conseils dans le transport. Et sûrement que ces opérations-là vont arriver à moyen terme. Moyen terme, je dis au-delà d'un an, parce que, comme le disait Sonia, ce sont des structurations qui prennent un peu plus de temps que les structurations ordinaires, parce qu'il y a plusieurs intervenants. Effectivement, il faut que la société arrive elle-même à identifier les projets qu'elle va financer avec des levées de fonds vertes, que des procédures soient mises en place, ensuite que la levée de fonds soit structurée et qu'il y ait un vérificateur derrière. Il faut savoir que pour l'instant, il n'y a pas de vérificateur, en tout cas dans la liste publiée par l'ICMA, il n'y a pas de vérificateur dans notre zone. C'est vrai que Moody's a commencé un peu, mais pour l'instant, ils n'ont pas. En tout cas, nous n'avons pas travaillé avec eux sur l'opération d'Emergence Plaza, qui est celle que nous avons faite. Le vérificateur était norvégien. Et donc, ces étapes additionnelles, déjà, quand on parle aux émetteurs et qu'on leur dit, une opération va prendre entre 6 et 9 mois, là, on est au-delà de ça. C'est parfois difficile et dans l'année, on n'est pas au bout de la conclusion. En ce qui concerne la question sur la BRVM, effectivement, il y a une volonté et la signature de ce MOU avec la Bourse du Luxembourg annonce l'action sur cette volonté-là qui a été énoncée. Elle touche essentiellement, je pense, à la formation. Donc à la formation des parties prenantes, comme je le disais tout à l'heure, parce que quand un investisseur ne s'attend pas à s'entendre dire, un émetteur, ne s'attend pas à ce que le calendrier soit au-delà de 12 mois, dès qu'il arrive et qu'on lui annonce ça, il retourne à la banque faire comme il fait d'habitude, avec 3 ans à 5 ans de maturité, sans forcément persévérer dans ce cursus-là. Donc il y a ça, mais il y a aussi les coûts, comme Sonia le disait. Donc l'assistance technique
pour accompagner le financement de tout ça est extrêmement importante, au moins au démarrage. Et je pense que FSD Africa devrait être un peu plus active sur ce volet-là. Aujourd'hui, le rapport ESG dont je parlais est publié seulement par 3 sociétés. Et je vais préciser un peu, oui, des sociétés cotées, donc il y a Sodeci, CIE et Sonatel, mais dans le cadre des obligations et du financement durable, ce sont les émetteurs en général. Les émetteurs souverains, oui, les sociétés cotées, mais tous les émetteurs privés qui émettent de la dette. Donc c'est ceux-là qu'il faut convaincre, qui n'ont pas aujourd'hui des objectifs de publier comme les sociétés cotées, mais qui devraient être formés. Il y a aussi des investisseurs, parce qu'on parle d'étendre la base des investisseurs et d'ouvrir finalement la panoplie de produits financiers en intégrant des produits verts. Mais finalement, nos investisseurs localement, nos investisseurs régionaux ne sont pas préparés à ça. Ils n'ont pas, comme le demandait Sonia, dans leur politique d'investissement, la prise en compte d'un pourcentage qui irait directement aux opérations vertes. Donc ça, il faut pouvoir les convaincre, il faut les former, il faut les accompagner. Mais on devrait pouvoir attirer des internationaux. Sur notre opération, nous n'avons pas eu d'investisseurs internationaux. Elle était malheureusement trop petite. Donc il faudrait que nous puissions avoir une taille d'émission qui imite les critères des investisseurs internationaux que pour l'instant nous n'avons pas attiré sur la finance, enfin sur les structurations ordinaires. Donc quand on a fini de faire tout ça, on se retrouve devant les mêmes problèmes dont on a parlé depuis hier. Et les investisseurs internationaux qui devraient venir en monnaie locale sont ceux-là qui aujourd'hui sont sensibilisés et regardent ce type d'actifs. Donc ça va peut-être prendre un peu de temps, je pense, pour convaincre nos investisseurs régionaux et pour surmonter les difficultés pour que les investisseurs internationaux qui déjà sont convaincus viennent nous rejoindre et investissent dans les produits que nous allons structurer. Donc une formation pour Hudson et pour les confrères sur ce type de produit-là serait également, accompagnerait finalement notre décision, ou en tout cas l'accompagnement que nous-mêmes on va faire auprès de nos clients pour les amener à structurer un peu différemment, à patienter et à financer finalement des produits différents. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer avec Sonia. Pouvez-vous un peu nous parler de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et les initiatives que vous avez dans la finance durable? Merci. Donc, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies n'est pas un investisseur et nous ne sommes pas une banque ni un régulateur. Donc, tout le monde peut se détendre. C'est une institution qui existe depuis 1958 et qui a pour mandat principal de promouvoir le développement économique et social du continent africain, l'intégration régionale et aussi de promouvoir la coopération internationale. Alors, notre objectif et nos clients principaux, si je peux utiliser ce terme, ce sont les États membres. Donc, c'est l'ensemble des États qui composent le continent africain, sans distinction. Et avec eux, on fait un travail qui permet en fait d'aboutir à ce que vous voyez, enfin, qui facilite votre vie, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que très souvent, lorsqu'on parle d'énergie ou d'infrastructure, il y a des problématiques autour de la définition d'un cadre PPP, par exemple. Et tout ce travail en amont avec les États, de renforcer leurs capacités, de les accompagner dans la définition des cadres réglementaires appropriés, c'est ce travail-là que nous faisons avec les États membres, sur une variété de sujets. Nous avons 3 actions, 3 axes d'intervention. Nous faisons de la recherche et de l'analyse et en général, nous faisons un focus sur les thématiques qui sont validées avec les États membres. Donc vraiment, ça doit s'inscrire dans le cadre stratégique de leur propre feuille de route. Nous avons également de l'assistance technique
Donc, on ne fait pas d'investissement, mais par contre, à travers notre communauté de donneurs et aussi des contributions des États membres, nous sommes en mesure, effectivement, et en fonction de leurs besoins, de leur proposer des programmes d'assistance technique. Et enfin, nous avons aussi pour vocation de définir des cadres politiques, et ça, on le fait en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris le secteur privé. C'est très important. Aujourd'hui, on couvre une variété de sujets. Je ne vais pas forcément tout aborder. Les problématiques macroéconomiques, changement climatique, gestion des ressources naturelles, données et statistiques, on en a beaucoup parlé, secteur privé et finances. Donc, je vais faire un focus juste sur cette thématique et donc vous allez comprendre mon rôle au sein de la CEA. Donc, au sein de ce programme, nous travaillons spécifiquement sur les financements innovants et le développement des marchés de capitaux. Les crises vont devenir la nouvelle norme et nous travaillons vraiment avec les États pour renforcer leur résilience face aux chocs externes. Et cela passe par la mise en place d'un certain nombre de programmes, par exemple le développement des marchés monétaires et interbancaires, favoriser les transactions entre banques, éliminer dans une certaine mesure la segmentation. Et aussi, ça a un autre objectif, c'est vraiment de faciliter la transmission de la politique monétaire, notamment lorsqu'il faut faire des ajustements. Un autre exemple, on a parlé aussi de la notation souveraine. Nous accompagnons les États dans les problématiques de notation souveraine. Notamment, on a encore en Afrique quasiment la moitié des États qui ne sont pas notés aujourd'hui. Et notre objectif, ce n'est pas de leur dire « allez vous faire noter », mais c'est de s'assurer qu'ils sont équipés pour engager les agences de notation. Donc, on a tout un programme là-dessus pour accompagner des États dans des études de faisabilité en vue d'une première notation. En Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonisation de la réglementation autour de l'action des agences de notation. Et pareil, on va travailler là-dessus. Comment est-ce qu'on peut créer un cadre réglementaire qui n'est pas restrictif, mais qui permet effectivement d'encadrer l'action dans laquelle s'inscrit tout ce que font les agences de notation en Afrique. Ça, c'est une autre thématique. On travaille aussi avec les États sur le développement de leur marché de dette, très important, renforcer la confiance des investisseurs. Je vois qu'en UEMOA, vous êtes déjà très avancé, mais il y a d'autres zones où effectivement, il y a encore un certain nombre d'enjeux et on voudrait être là pour les accompagner. Donc, ça, c'est un certain nombre de sujets qu'on couvre. Et du côté financement innovant, on regarde comment effectivement on peut renforcer l'accès et l'autonomisation des femmes. Donc on a par exemple lancé très récemment un fonds qui vise à financer des femmes qui sont gestionnaires d'actifs ou qui sont gestionnaires de portefeuille. Et l'objectif, ce n'est pas de faire concurrence avec les structures existantes, mais c'est de leur apporter de la capacité technique et de la capacité financière. Donc ça, c'est des exemples. Je peux en citer quelques-uns, notamment peut-être un focus sur nos entreprises, nos micro-entreprises et le secteur informel. On travaille actuellement avec d'autres partenaires sur des obligations inclusives. Et l'objectif de ces obligations, c'est, on discute encore de la structuration avec 2 États notamment, dans la zone UEMOA. L'objectif, c'est vraiment d'arriver à des taux qui reste relativement abordable pour le secteur des PME, mais aussi pour les entreprises informelles. C'est important, on voudrait les embarquer et ça permettra justement de faire ce lien dont on a parlé hier entre les marchés et le secteur informel. Donc je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Donc je pense qu'on est arrivé au terme du panel, vu les contraintes de temps. Je remercie fortement nos panélistes pour leur présence aujourd'hui. Peut-être en un mot, le futur du développement durable. En un mot. Parce que j'étais justement en train de noter des idées, donc... En fait, je vais juste dire que la finance durable permet de diversifier l'univers de placement. Et en diversifiant l'univers de placement, nous diversifions la base d'investisseurs. Donc, il faut s'y atteler, avec tous les éléments dont nous venons de parler, mais il faut s'y atteler. Voilà. Plus on a de produits différents, plus on a d'investisseurs intéressés. Voilà.
Je ne vais pas beaucoup innover. Je pense que ma copanéliste a bien résumé ce qu'on attend. Je pense que ce qu'on voudrait, c'est avoir un marché dynamique dans les 5-10 années à venir. Mais effectivement, ça se prépare. Donc, tous les acteurs qui sont ici, l'objectif, c'est aussi de vous sensibiliser sur ces enjeux qui permettraient effectivement d'élargir la base de produits financiers pour vos clients, mais qui accompagneraient vraiment ces dynamiques des États qui subissent aujourd'hui le changement climatique et qui ont besoin de ce type de produits pour pouvoir y faire face. Merci. Merci. Moi, je reste optimiste, pas juste parce que mon entreprise fait ce type d'études, et si ça ne marche pas, je n'ai pas de boulot, mais aussi parce que c'est nos enfants, c'est le futur de cette planète qu'on parle qui est en jeu. Pour être dramatique, c'est ça. Donc, il faut que ça marche. Donc, un mot, c'est la compétence. C'est-à-dire qu'il faut créer cette nouvelle génération de jeunes Africains qui peut livrer ce type d'audit et gestion, qui sachent comment ça marche et peuvent suivre et s'assurer que ça soit fait en place. Sans ça, on n'a pas besoin d'obligation verte parce qu'on n'aura pas la compétence pour le faire. Donc, les compétences, c'est clé. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Loum. Mesdames et messieurs.